Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Avec l'extension des nouveaux terminaux du port Tanger-Med, le Royaume consolide sa position en tant que porte d'entrée en Afrique pour les entreprises européennes, américaines et asiatiques. Depuis son ouverture, le port Tanger-Med a connu une croissance fulgurante. Il connecte déjà 86 destinations dans 77 pays. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement prend à bras le corps la lutte contre la pollution des plages par le plastique. Le plastique, grand ennemi du littoral, il peut mettre jusqu'à 1000 ans pour disparaître complètement des plages. Et en fin de journal, nous irons à Assila pour plonger dans l'univers coloré d'artistes peintres de différentes nationalités, des jeunes qui partagent l'amour des pinceaux et dont les œuvres sont actuellement exposées au Palais de la Culture de la ville, des œuvres d'art plastique et de photographie. Bonsoir à tous. Direction Panama City où Sa Majesté le roi Mohamed VI est représenté aujourd'hui par le chef du gouvernement Saadi Latmani à la cérémonie d'investiture du nouveau président du Panama, Laurentino Cortizo. Le chef du gouvernement a souligné que la participation du Maroc à cette cérémonie témoigne de la ferme volonté du Royaume de conférer un nouvel élan aux relations bilatérales avec de nouvelles dimensions économiques, commerciales et culturelles et d'enclencher un dialogue politique régulier tout en veillant à établir un partenariat stratégique au service des deux pays et de leurs grandes causes. Sur haute instruction royale, Abdeltef Loudi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu aujourd'hui à Rabat Mark Lancaster, le secrétaire d'État britannique aux forces armées, qui effectue une visite de travail de 2 jours au Royaume. Au cours de leurs échanges, les deux responsables ont évoqué la situation sécuritaire régionale, notamment dans l'espace méditerranéen et la bande sahélo-saharienne. Monsieur Loudi a mis en relief l'engagement constant du Royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire. Et toujours sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, notez que le chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le général de corps d'armée inspecteur général des phares, a également reçu aujourd'hui le secrétaire d'État britannique aux forces armées, Mark Lancaster. Les entretiens qui se sont déroulés au niveau de l'état-major général des phares à Rabat ont porté sur le bilan de la coopération militaire entre les forces armées des deux pays. Une coopération qui englobe le soutien réciproque, la formation d'organisation et d'exercices combinés et l'échange de visites d'informations ainsi que la participation aux différents entraînements militaires. Avec l'extension des nouveaux terminaux du port Tanger-Med, le Royaume consolide sa position en tant que porte d'entrée en Afrique pour les entreprises européennes, américaines et asiatiques. L'extension de ce gigantesque complexe portuaire permettra à Tanger-Med de recevoir 9 millions de conteneurs par an, soit le triple de sa capacité annuelle. Depuis son ouverture, le port Tanger-Med a connu une croissance fulgurante. Sa situation géographique stratégique, ses avantages fiscaux, ses installations à la pointe de la technologie et la bonne relation qualité et coût de la main-d'œuvre, autant d'atouts qui ont attiré des centaines de sociétés étrangères. Mohamed Chgar, Amine Sharkawi et Nisri El-Hamdawi. Plus qu'un grand port, Tanger-Med est une plateforme logistique et industrielle pour plus de 800 entreprises qui opèrent dans différents écosystèmes. Un vrai pont maritime entre l'Europe et l'Afrique. Depuis sa mise en service, le port Tanger-Med s'est érigé comme un centre de référence pour les flux commerciaux mondiaux en connectant 186 destinations dans 77 pays. Et avec le lancement des opérations au niveau de Tanger-Med 2,
cette plateforme portuaire fait rayonner davantage le Maroc à l'international. Les capitaines des navires opérant sur le complexe portuaire sont bien rodés. Ils veillent sur l'amarrage et le désamarrage des gigantesques porte-conteneurs. L'extension de ce complexe portuaire permet de relever sa capacité de 3 millions à 9 millions de conteneurs. Cela fera de Tanger Med une importante plateforme influente au niveau du commerce international et du flux des facilitations logistiques. Le port Tanger Med dispose d'un centre de simulation et d'expertise nautique. Une structure qui forme les capitaines de navires à la navigation dans n'importe quelle condition météorologique maritime. Pour manœuvrer ces navires spéciaux, nous assurons une formation aux différents capitaines actifs sur le port. Ces derniers œuvrent à amarrer les bateaux au niveau des différents quais. Le simulateur dispose de la technique 3D qui permet une formation de qualité. Avant la mise en service du port Tanger Med 2, nous avons conduit plus de 250 simulations d'amarrage de ces géants marins. Nous sommes au centre de contrôle relevant de la capitainerie centrale du port. Sa mission, sécuriser les différentes opérations, de l'arrivée des bateaux aux abords du port et jusqu'à leur appareillage. نحن فخورون بالانتماء لهذا المشروع الضخم الملكي بوابة مهمة تربط بين إفريقيا وبين أوروبا. Le centre où nous nous trouvons constitue un trait d'union entre les bateaux et le port. Il œuvre à contrôler et à surveiller toutes les opérations maritimes. Il assure également une coordination entre les différents intervenants dans ce domaine, à savoir les officiers aiguilleurs, les bateaux remorqueurs, les services spécialisés dans le cordage des bateaux et les entreprises maritimes. Le port Tanger Med est certifié ISO 9001. Il a également obtenu la certification à la norme de management environnement ISO 14000. C'est la première plateforme portuaire à décrocher le label Écoport à l'échelle africaine. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement fait de la lutte contre la pollution des plages par les plastiques son cheval de bataille. Cette année, l'opération Plage Propre est placée sous le signe Bhar Bla Plastique pour en découdre avec ce fléau. Les chiffres font froid dans le dos. 8 millions de tonnes de plastique sont déversées chaque année dans les océans. Il faut donc agir avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est dans cet esprit que s'inscrit cette grande opération de nettoyage et de sensibilisation des tout-petits à la protection du littoral, car ce que nous jetons aujourd'hui finira dans nos assiettes demain. C'est un reportage réalisé à la plage de Bouzneka par Medish Taïbé Imenslaoui sur un commentaire de Mounia Marouche. Regardez. Ces enfants parcourent chaque coin de la plage de Bouzneka. Ils traquent les déchets qui défigurent nos plages et polluent notre littoral. Le plastique, ennemi juré de la nature, et pour cause, une bouteille de plastique met entre 100 à 1000 ans pour disparaître. D'où l'importance de cette opération de nettoyage et de sensibilisation. Elle se décline en plusieurs volets. La mise en place des infrastructures, il assure le nettoyage tout au long de la période estivale. C'est d'assurer aux estivants le confort et l'hygiène nécessaires pour une bonne saison estivale. Et également la sensibilisation à travers la mise en place de signalétiques véhiculant des messages de sensibilisation. On dessine, on peint et on recycle à tour de bras. Quoi de mieux pour inculquer les bonnes pratiques environnementales aux générations montantes?
J'ai beaucoup aimé cet atelier de dessin. J'ai surtout appris comment préserver l'environnement. C'est une expérience enrichissante. Les encadrants de la Fondation nous ont expliqué comment recycler les objets en plastique que nous n'utilisons plus. 350 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le monde. Elles ne sont pas recyclées et finissent dans des océans. Cette année, la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement aspire à réduire 10 tonnes de déchets plastiques par plage. Et tout de suite, votre rendez-vous quotidien spécial Cannes, c'est en compagnie de Boubacar Benrabret. Boubacar, bonsoir. Bonsoir. Alors Boubacar, nous avons joué notre troisième match face à l'Afrique du Sud. C'était tout à l'heure. Nous avons joué ce match, même si on est déjà qualifié au deuxième tour, mais nous avons quand même stressé, beaucoup d'occasions ratées. On manquait peut-être d'efficacité au début, mais enfin le but de Mbark Bossofa. Mbark Bossofa, l'impressionnant et l'infatigable. On peut dire qu'il y a eu deux mi-temps, chacune avec son intensité. Ça a mal tourné un petit peu en première mi-temps. Il faut dire que les joueurs étaient un petit peu essoufflés après les matchs disputés face à la Namibie et face à la Côte d'Ivoire. Mais victoire tout de même 1-0 face à l'Afrique du Sud. Le Maroc donc se retrouve premier avec 9 points, suivi de la Côte d'Ivoire 6 points, l'Afrique du Sud 3 points. Et la Namibie qui dit bye-bye à la Cannes 2019. Je le disais, chose importante, c'est la première fois que le Maroc, dans une Coupe d'Afrique, gagne 3 matchs d'affilée au premier tour. Donc Hervé Renard doit être aux anges, très satisfait de ce résultat. Nous le sommes aussi. Nous le sommes aussi, bien sûr, mais c'est tout de même 3 victoires d'affilée, ça a été réussi. Alors, nous avons eu un hors-jeu imaginaire en première mi-temps. Nseri, donc l'arbitre a sifflé un hors-jeu imaginaire. Nseri aurait pu ouvrir la marque dès la 5e minute. Nous avons eu à la 14e minute Ranem Seyss qui a sauvé in extremis un danger sud-africain. Il y a eu également le tir de Belhanda, première vraie occasion également. Et puis nous avons eu d'autres occasions en seconde mi-temps. Elles sont tellement nombreuses que nous allons y revenir. Notamment d'Amrabat et de Mrabat qui a été l'homme une nouvelle fois. L'homme du match, Mrabat qui a été vraiment le bulldozer dans cette rencontre. Bulldozer, Matador. Matador, il a joué Gladiateur, sur tous les surnoms lui flancs, en avant, en arrière. Donc Mrabat est à féliciter. Féliciter également toute l'équipe. Il y a un beau collectif. Un beau collectif. Il y a eu quelques changements apportés par l'entraîneur Hervé Renard. Changement donc de Ben Nasser qui est rentré à la place de Ahmadi. Ahmadi qui risquait, il faut le dire, un carton jaune et qui risquait également de rater donc le match prochain. Il y a eu également la rentrée de Dirar à la place de Mezraoui. Mais en tous les cas, toute l'équipe est félicitée pour ce résultat. Le Maroc termine en tête avec 9 points. C'était l'objectif fixé d'ailleurs par l'entraîneur. Désormais atteint et nous entamons les 8e de finale avec un moral vraiment de champion, espérant qu'il en sera de même pour la suite. Boubacar. Alors pour les autres matchs du groupe D, il y avait tout à l'heure également Côte d'Ivoire-Namibie. La Côte d'Ivoire qui a battu la Namibie à 4-1 et qui passe au deuxième tour également. Et la Namibie qui dit au revoir à la Cannes. La Namibie donc dit au revoir à la Cannes. Le meilleur score de la journée, donc c'est la Côte d'Ivoire qui écrase la Namibie 4-1. Et puis nous avons également dans le groupe C ce soir, c'est à 20h, Tanzanie-Algérie. Les Algériens vainqueurs de leurs 2 premiers matchs face au Kenya et au Sénégal tenteront de réaliser la passe de 3. Les Verts devront faire preuve de beaucoup de vigilance face à la Tanzanie. Virtuellement également éliminés suite à ces 2 défaites face au Sénégal 2-0 et au Kenya 3-2. Et puis Kenya-Sénégal, c'est à 20h également pour le groupe C. Le Sénégal joue sa qualification et nous allons voir les derniers entraînements des Sénégalais au 8e de finale. Donc ce soir, une bonne nouvelle pour les Sénégalais tout de même. C'est le retour ce soir du milieu de terrain Idrissa Gana Gueye et de l'ailier Ismaïlia Sarr. Sur ces images, ce sont les entraînements donc du Sénégal et bien entendu du Kenya. Et nous écoutons un responsable sénégalais nous parler un petit peu de l'enjeu de cette rencontre. On écoute. Voilà, je ne suis pas surpris du tout, je m'attendais à ça. Je sais que chaque match en Afrique est compliqué. Et voilà, toutes les équipes jouent dur. Et voilà, nous on est prêts à affronter cela. Et voilà, c'est pourquoi qu'on doit tous avancer dans le même sens.
et toujours se battre quoi qu'il arrive. Et voilà, le plus important c'est d'y croire, de continuer à y croire. Présent Bouker, revenant sur les matchs disputés hier, 4 matchs et 10 buts quand même pendant ces 4 matchs. À retenir ce match RDC-Zimbabwe, la RDC qui a battu le Zimbabwe sur le score de 4-0 quand même. Et puis la grosse surprise de cette CAN, de cette compétition continentale africaine, les Malgaches, les valeureux Malgaches qui pour la toute première fois de leur participation en CAN, réalise un exploit historique. C'est historique, dire qu'il n'y a pas de petite équipe dans une Coupe d'Afrique. Arrivé à ce niveau de la compétition, on est presque tous égaux. Et il faut tout simplement savoir jouer au football et être plus malin peut-être. Voilà, alors les résultats des matchs d'hier. Le Burundi a été battu par la Guinée 2-0. C'était dans le groupe B. L'Ouganda, Égypte 2-0 pour l'Égypte, malgré une excellente prestation des Ougandais. Il faut dire que l'expérience a joué pour les Pharaons qui ont battu donc les Ougandais dans la douleur. Lors de cette rencontre, les coéquipiers de Mohamed Salah ont montré des signes, il faut le dire, de faiblesse. Et ils ont échappé à la défaite grâce à la belle prestation, il faut le dire, de leur gardien Mohamed El Shenaoui. Et puis, tu le disais, groupe A, la RDC a écrasé le Zimbabwe 4-0. Et puis Madagascar, le petit poussé, qui prend le meilleur sur le Nigeria, qui était prétendant au titre 2-0 contre les Super Eagles. Les hommes de Nicolas Dupuis avaient une rencontre des plus difficiles à jouer face au triple champion d'Afrique. 2-0 pour les Malgaches qui prennent la tête du groupe B avec 7 points devant le Nigeria. 6 points. Et puis là, je vous propose d'écouter le joueur du Nigeria, Alex Ibowi, nous parler de sa prochaine rencontre. Face à Madagascar, on a bien développé notre jeu. Mais le foot, c'est aussi des surprises. On doit maintenant se concentrer pour le prochain match. C'est une lourde défaite pour nous. On doit réagir. Les Malgaches ont bien joué. À présent, le point sur les matchs de demain. 4 matchs au rendez-vous. Demain également Bouker. 2 comptants pour le groupe F et puis les 2 autres pour le groupe E. Il y aura également du spectacle et du suspense, ça c'est sûr. 4 belles affiches demain pour le groupe F. Le Bénin qui affronte le Cameroun à 17h. La Guinée-Bissau qui joue le Ghana à 17h. Et puis pour le groupe E, Angola-Mali à 20h. Et Mauritanie-Tunisie, 2 équipes qui représentent le Maghreb, la Tunisie qui doit également impérativement essayer de décrocher les 3 points de la victoire, mais également la Mauritanie qui a montré un excellent jeu au cours de cette Coupe d'Afrique. On écoute d'ailleurs les entraîneurs mauritaniens et sénégalais. L'entraîneur mauritanien Corentin Martins et bien sûr l'entraîneur du Sénégal, le joueur français bien connu, Alain Giresse. Bien sûr qu'on va prendre toutes les précautions pour affronter cet adversaire, on ne le néglige pas, c'est évident, mais et on va se préparer en conséquence, on l'a analysé, on va la présenter aux joueurs pour bien faire prendre conscience de cette équipe-là, on l'a vu jouer, moi je l'ai vu certainement bien plus jouer 2 fois que les joueurs, c'est évident, c'est normal. Maintenant, on est dans le vif du sujet et qu'on va tout mettre en œuvre pour faire face à cette équipe mauritanienne. Bien sûr que ça va peser parce que pour 2 raisons. Mes joueurs n'ont pas l'habitude de jouer 2 matchs en 3 jours. C'est pas des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe ou des matchs de Ligue des Champions africaine, donc automatiquement. Ça va peser un peu dans les jambes et puis bien sûr on a joué un match à 4h30 donc l'après-midi avec la chaleur donc je pense qu'on part avec un désavantage mais on va pas se poser de questions, c'est du passé, on ne peut pas faire autrement. Alors eux, ils partent sur un désavantage et nous partons avec beaucoup d'avantages, Bouker. On ne peut pas ne pas le rappeler, cette victoire, cette 3e victoire des Lions de l'Atlas pendant cette CAN 2019. Nous franchissons le cap des 8e de finale avec aisance, avec fierté et avec beaucoup de bonheur, Bouker. Eh bien, les Lions de l'Atlas se sont dépensés à fond au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations, vu la chaleur qui faisait. Le match a débuté avec 34 degrés. Il faut vous dire que les joueurs avaient du courage, avaient beaucoup de courage pour affronter ces Sud-Africains habitués peut-être à ces températures. Et puis je voudrais signaler la belle prestation également de Hakimi. Il était très timide en première mi-temps. La transversale
de Hakimi à la 64e minute. On se posait des questions sur Hakimi Boubacar, on se disait que peut-être il n'avait pas encore trouvé sa bonne place, sa place idéale sur le terrain avec les Lions de l'Atlas. En deuxième mi-temps, les choses... Il y a eu deux mi-temps pour le Maroc. Une première un petit peu lente et difficile. La donne, on va dire, elle a changé en notre faveur. Et la belle prestation également, bien qu'il n'ait pas pu marquer, c'est Nsari qui a été excellent aujourd'hui également. Avec au ralenti, on se perçoit très très clairement qu'il n'y avait pas hors-jeu Boubacar. Merci Boubacar, on te retrouve demain pour une nouvelle chronique. À demain. Grâce à son ciel lumineux, à la beauté de ses remparts et à la douceur qui y règne, la ville d'Asila ne cesse d'inspirer des artistes peintres venus d'ici et d'ailleurs, des artistes peintres qui se sont rassemblés pour un beau projet, une exposition collective. Ça se poursuit dans la galerie du Palais de la Culture à Asila. C'est un reportage d'Ahmed Alaoui, Abdelali Ayed et Zakaria Mouqin Billah. Regardez. Des regards croisés sur la ville d'Asila. À la galerie du Palais de la Culture, les passants sont attirés par une profusion d'œuvres réalisées par de jeunes artistes issus de la ville. Différentes expressions artistiques sont conviées, de l'abstrait au figuratif, les styles et les thèmes abordés sont divers et variés. Je participe avec différentes œuvres où j'essaie de traiter de thèmes. L'enfance et la ville d'Asila, que je représente avec un style géométrique abstrait. L'exposition fait aussi une place de choix à la photographie. Les œuvres dévoilent des visages du quotidien, des clichés captés dans les rues de la ville du Nord, sa Médina et ses souks. D'autres créations révèlent une série de costumes imprégnés de couleurs et de peintures. À travers ces photographies en couleur, j'essaie d'illustrer la vie traditionnelle pour montrer l'authenticité de la culture marocaine. D'autres photos en noir et blanc servent à illustrer le thème de l'enfance. Je fais un mélange entre le modélisme et les arts plastiques. Je présente des habits imprégnés de touches artistiques pour mettre l'accent sur la force et la combativité de la femme. Ces œuvres artistiques reflètent la sensibilité de ces jeunes artistes et représentent la beauté de leur ville, ses paysages et son histoire. Cette exposition collective se poursuit à Asila jusqu'au 12 juillet. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reis Mohsin pour Alaïssia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.